Le mardi 21 novembre 2017, la police de Tokyo a découvert une possession de nombreux DVD sur lesquels se trouvaient des photographies de jeunes filles nues âgées de moins de 15 ans, appartenant au mangaka Nobuhiro Watsuki, célèbre auteur de Kenshin le Vagabond. Ce dernier aurait d'ailleurs stocké ces DVD dans un bureau situé à Tokyo. Lors de son interpellation, l'homme de 47 ans a reconnu qu'il aimait particulièrement les filles entre la fin de l'école primaire et la deuxième année du collège. Un acte jugé pour certains immoral et puni par la loi, mais qui semble s'expliquer selon moi par l'hypersexualisation des personnages féminins et mineurs dans les mangas. Au même titre que Disney a conditionné la vision de l'amour des millions d'enfants à travers le monde, le phénomène d'hypersexualisation dans les mangas crée aujourd'hui une fracture de plus dans la population. L'hypersexualisation dans la culture japonaise fait beaucoup parler d'elle, alors que les autorités japonaises deviennent de plus en plus répressives, comme dans une volonté d'arrêter un fléau qu'ils avaient sous-estimé à l'origine. Nous sommes donc en droit de nous demander comment les mangas ont-ils le pouvoir de conditionner notre façon de voir l'amour, le sexe. Peut-on leur trouver une part de responsabilité dans les incidents d'ordre sexuel au Japon rapportés de plus en plus souvent par les journaux, ou les mangas sont-ils seulement victimes d'un malaise qui prend sa source d'ailleurs? Vous l'aurez compris, cette vidéo est plus sérieuse que les précédentes. Si j'ai aujourd'hui pris la décision de vous parler de ce phénomène, c'est d'une part pour vous instruire sur le sujet, mais aussi vous livrer des faits avérés, me permettant ainsi de vous éduquer sur le sujet. Car comme tout acteur du marché, nous avons notre part de responsabilité. Cette vidéo m'a demandé énormément de temps, de réflexion et de travail. J'ai essayé d'être le plus renseigné possible et le plus objectif. Mon travail est cependant ponctué de mon avis personnel sur le sujet. Par conséquent, je vous prierai donc de regarder la vidéo dans son intégralité pour ainsi vous fonder votre propre avis. J'espère que cette vidéo touchera énormément de monde pour qu'elle puisse être un signal d'alerte pour sensibiliser un maximum de personnes sur le phénomène. Je compte donc sur vous pour la partager le plus possible. Durant le début de l'année 2020, une exposition pour célébrer les 25 ans du manga Kenshin le Vagabond du mangaka Nobuhiro Watsuki a eu lieu au Japon. Une exposition qui aura permis un rassemblement de nombreux mangakas pour féliciter le succès cultissime du manga lunaire, malgré les accusations judiciaires qui pèsent sur son auteur. Dans cette liste d'invités, nous pouvons notamment retrouver Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, Takeshi Obato, l'auteur de Death Note, ou encore Riichiro Inagaki, l'auteur de Dr. Stone et d'Achille 21. Des remerciements qui ont engendré de vives critiques de la part des fans, soutenant de ce fait que ces remerciements étaient le cautionnement des actes de Nobuhiro Watsuki par les autres auteurs. Une question alors semble se poser, faut-il dissocier l'œuvre de l'artiste ? Pour répondre à cette question, je vais vous livrer mon avis personnel. Je ne vous impose pas de partager ce même avis et je vous invite par ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec celui-ci, de partager votre pensée dans les commentaires. Je ne pense pas qu'il soit concevable de séparer une œuvre de son artiste. Une œuvre est l'émanation d'un artiste, c'est sa création, sa signature. Même si on la réattribue à quelqu'un d'autre, qu'on la sépare de l'artiste, elle sera réalisée uniquement grâce à son réalisateur. C'est un fait indéniable, une œuvre est pour l'artiste son empreinte, sa trace. Les œuvres dans leur existence reflètent le travail de l'artiste et le représentent dans le monde entier. Différencier l'œuvre de l'artiste reviendrait à passer la trappe, la signification et le symbolisme de l'œuvre. L'art est un moyen d'expression, le moyen d'expression le plus intime qu'il soit. Dans ce contexte historique, on entend en principe défendre l'idée que les œuvres d'art et les productions culturelles doivent être appréciées indépendamment du jugement que l'on porte sur leurs auteurs, afin de garantir notre évaluation, notre appréciation, notre impartialité et notre objectivité. Toutefois, nous pouvons rattacher une œuvre dans une situation historique, reprenant ainsi le même arrière-plan théorique. Toute création est forcément située dans le temps, elle s'inscrit dans un contexte dont elle n'est pas séparable, puisqu'une œuvre située prend forme et sens. Ici, l'œuvre Kenshin le Vagabond de l'auteur Nobuhiro Watsuki s'inscrit dans une situation et un contexte historique, celui de l'acheminement et la mondialisation des œuvres manga et animées par le Japon. Et aujourd'hui encore, l'œuvre émanant de son auteur s'illustre dans un conflit juridique et de pensée. Le phénomène d'hypersexualisation dans le manga crée aujourd'hui une fracture entre la partie pour qui elle est légitime et pour qui elle ne l'est pas. Dans la liste que je vous ai précédemment évoquée, le problème de l'hypersexualisation et les peines encourues au Japon reflètent l'inadvertance de l'État vis-à-vis du phénomène. En effet, l'auteur de Toriko avait lui-même été arrêté durant les années 2000. L'affaire nous livre qu'en 2002, il est arrêté pour avoir violé les lois relatives à la prostitution infantile. En outre, il est accusé d'avoir payé une mineure de 16 ans en échange de relations sexuelles. Pour autant, est-ce qu'il faut donner du crédit à ces auteurs saluant les travaux de Nobuhiro Watsuki ? Selon moi, il faut tout de même prendre du recul sur l'appréciation et le travail des auteurs proposés. Même si j'aurais préféré que ces différents auteurs s'abstiennent de donner du crédit à ce créateur, cela ne veut pas dire non plus que Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Takeshi Obato ou encore Riichiro Inagaki sont des pédophiles. Puisque les mangakas peuvent seulement soutenir Nobuhiro Watsuki pour ses travaux absolument lunaires, nous pouvons espérer imaginer que leur soutien soit seulement pour eux un remerciement à l'égard de son travail ou de sa réussite. Prenons le cas d'Eiichiro Oda qui a été en effet l'apprenti de Nobuhiro Watsuki. Son salut via son remerciement ne serait que pour lui un retour d'ascenseur, lui exprimant sa gratitude envers son travail. Pour autant, l'hypersexualisation est un problème trop excessif pour l'ignorer. Ces dérives inquiétantes et sombres ne doivent pas seulement être endiguées, mais contrôlées et surtout punies pour ses répercussions.
Il faut tout d'abord que vous sachiez que ce phénomène n'est pas nouveau, mais qu'il s'est intensifié depuis une vingtaine d'années sous la pression de la crise économique. Une période de bulle financière éclata au cours de laquelle l'argent coulait à flot. Cette période reflètera ainsi une certaine libération sexuelle et la levée de nombreux interdits en la matière, comme l'apparition des femmes nues sans aucune censure dans les magazines à grand tirage, ou ce désir de consommer un contenu limite pornographique. L'hypersexualisation dans les mangas est donc une pratique ou une manière d'insister sur le sexe des personnages, qu'ils soient féminins ou masculins. Ainsi, cela peut consister à dessiner une poitrine excessive pour une femme comme Rebecca dans One Piece, ou d'insister sur la musculature d'un homme comme Grey dans Fairy Tail. De ce fait, l'hypersexualisation renvoie à l'image de la femme ou de l'homme à sa représentation. C'est un phénomène par lequel les médias donnent un caractère sexuel à un produit ou un comportement qui n'a rien de sexuel. A noter que ce phénomène s'applique à d'autres formes d'art et de culture, et que cette pratique est d'autant plus présente pour les personnages féminins et les femmes. Ainsi, des jeunes filles couplées à une désélimination sexuelle a favorisé le développement de certaines pratiques. La première d'entre elles est aide relationnelle dans les années 1990. Pour de nombreux collégiennes et de lycéennes, le fait de monnayer quelques heures passées avec un homme plutôt entre deux âges est devenu un moyen comme un autre de gagner de l'argent facilement, couvert d'anonymat. D'autant qu'à l'époque, les petits boulots qu'on appelle arubaito au Japon, très fréquents et bien payés dans la période précédente, ont une tendance à se raréfier ou être mal payés. Dès lors, l'aide relationnelle ou d'autres pratiques se sont ainsi développées. Au début des années 2000, le phénomène touchait plus de 4,5% des lycéens. C'est pour vous dire l'importance de ce phénomène. Il n'est pas cantonné à quelques régions, il s'étend sur tout le continent et est considéré comme une pratique normale. Une enquête menée entre 1991 et 2000 auprès des jeunes filles ayant des relations avec un homme nettement plus âgé montre clairement la motivation financière. Pour autant, nous pouvons peut-être penser au vu de l'acheminement de ces événements que le Japon pourrait être l'état d'indulgence. Néanmoins, il n'y a pas plus d'indulgence à l'égard de la prostitution au Japon qu'il y en a dans la plupart des autres pays. Preuve en est les moyens mis en œuvre par le Japon et le couvert médiatique des dérives qui éclatent. Ce qui est peut-être une nuance par rapport aux autres pays, c'est que les jeunes filles japonaises n'ont pas l'impression de se prostituer. Selon moi, ces pratiques sont pour des filles un moyen comme un autre de se faire de l'argent facilement. Elles sont sans doute poussées à croire cela par une société qui ont fait d'elles des objets de désir. En faisant cela, je ne pense pas qu'elles pensent qu'elles se prostituent. Et le phénomène des idoles, comme on le surnomme dans l'archipel, à partir des années 70, est pour moi un début d'explication de cette banalisation. Cette figure si populaire de la femme enfant immature comme objet de désir pourrait expliquer les dérives de l'hypersexualisation. Si ce phénomène est devenu si banal dans ce pays, il pourrait expliquer que des idoles immensément connues peuvent s'octroyer le droit de payer une mineure pour des rappeurs sexuels, sans aucune crainte et aucune sanction vis-à-vis de leurs œuvres. Les shonen ont une cible démographique définie, les ados et les pré-ados de sexe masculin. Et avec la puberté, les jeunes sont plus enclins à flirter avec cette représentation du sexe en image. Et donc pour satisfaire ces jeunes en pleine puberté, les mangaka des shonen neketsu sexualisent les personnages, surtout de sexe féminin, mettant en avant non pas pour la pertinence de la femme via son histoire, son apparence ou son tempérament, mais pour son corps et sa sexualisation. Pour autant, des auteurs refusent de se rabaisser à cette pratique pour faire connaître leur manga et préfèrent largement approfondir la représentation de la femme dans la société, traitant ainsi d'autres atouts du personnage féminin. Le personnage féminin ne servant plus de faire valoir au héros, mais évolue parce que l'univers et l'histoire du manga lui obligent. Je pense notamment au personnage de Nobara dans Jujutsu Kaisen. L'hypersexualisation dans les animés se définit également par le fanservice, dont j'ai déjà traité le phénomène dans une précédente vidéo. Les mangas, comme précisé précédemment, détiennent un rôle crucial pour contrôler le phénomène d'hypersexualisation et donc de fanservice. Certains mangaka préfèrent éclairer ses lecteurs vers les sujets plus graves, les éduquant de manière innovante, leur octroyant alors la possibilité de s'informer sur d'autres sujets comme One Piece ou encore Jujutsu Kaisen. Se demander si le manga est un reflet fidèle de la société japonaise est une question importante, car une réponse affirmative suggérerait un intérêt pédagogique du manga, dont la lecture permettrait alors d'apprendre sur certains éléments de la société japonaise. Au-delà d'un miroir économique de la société japonaise, le manga peut être aussi vu comme un miroir historique, dans le sens où les influences passées, présentes et futures inspirent fortement les mangaka. Une autre approche conduit plutôt à inverser l'angle d'attaque, en voyant donc le manga non seulement comme le miroir économique, mais comme étant une source d'influence de la société. Selon moi, de manière générale, le manga joue un rôle important au Japon, dans le sens où il fait office d'exutoire à des lecteurs étouffés par la rigidité de la société japonaise. Mais limiter le manga à un simple moyen d'évasion serait réducteur, car le manga a sa propre force, façonner nos visions de pensée et nous faire évoluer sur des sujets contemporains graves, comme l'esclavagisme, le racisme et la dictature avec One Piece, la représentation de la femme avec Jujutsu Kaisen et son personnage Nobara, ainsi que l'influence de la guerre avec Berserk notamment. Pour ce qui est des informations et de la presse, ils ont eux aussi un rôle à jouer. Elles joueraient un rôle dans l'hypersexualisation de surface qui, elle, est bel et bien le reflet de l'époque dans laquelle nous évoluons.
Qu'il s'agisse d'émissions de télévision que nous regardons, d'articles que nous pouvons lire sur le sujet, des mangas ou des animés dans lesquels nous pouvons nous référer, cette hypersexualisation est tapissée dans tous les genres de culture. En parler, en apprendre, dénoncer ses faits et ses coutumes, les médias et la presse peuvent stopper son influence. Ils peuvent jouer l'importance d'aider les jeunes à se construire malgré ce phénomène compresseur d'images et vidéos stéréotypées et surtout sexualisées. En conclusion, l'hypersexualisation est un sujet important et qui ne devrait pas être tabou. Les proportions prises dans le pays du soleil levant devraient nous guider sur la manière de contrôler ce phénomène devenu si banal. C'est un danger pour nous tous qui devrait être de plus en plus débattu et parlé. C'est pour moi tant une délivrance qu'une réussite de vous en parler et surtout de vous éduquer à mon échelle. Merci d'avoir suivi pour ceux qui sont encore là et j'espère vous informer sur le sujet de l'hypersexualisation et de ses dérives. J'espère ici vous revoir très bientôt, je finirai sur un seul mot, épicé.